Zaidi via Oko Jontado. She's so wonderful, she's so wonderful, she's so wonderful. She's so wonderful, wonderful, she's so wonderful. She got me higher, I'm willing to fire. I'm ready for tire, so let me know. Hey my bandam, muntu dami kono meda do bandam. Meda ida bani safni ni lamdam. Mimi so mi yima goro nangam. Omo jogi power. De numérateur 2 sur n, mais n étant un nombre impair. Et donc, ils partent de 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101. Et cette décomposition, 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101, et ils les décomposent en une série de fractions de numérateurs égales toujours à l'unité. Une somme donc de fractions de numérateurs égales à l'unité. Et ces décompositions devaient permettre aux Égyptiens de faire toutes sortes de calculs, si vous voulez, en arithmétique. Et l'on s'est demandé quelle méthode l'Égyptien employait-il. Parce que quand on regarde la démonstration, la méthode, les décompositions, elle suppose la connaissance de tous les théorèmes de l'arithmétique élémentaire. Mais la civilisation égyptienne étant une civilisation essentiellement initiatique, beaucoup de science est perdue du seul fait que les Égyptiens eux-mêmes gardaient jalousement leur science. Et les Grecs éprouvaient les plus grandes difficultés pour se faire initier. Pythagore en sait quelque chose, Platon en sait quelque chose, Eudoxe aussi, et tant d'autres. Alors, les Américains, en 1967, ont dit, nous allons voir si les Égyptiens procédaient par pur empirisme, ou bien s'ils utilisaient vraiment des méthodes rationnelles. L'ordinateur étant une machine rationnelle, parce que programmée comme telle, donc devait partager les chercheurs. Et les équations dont je vous ai parlé, qui sont au nombre de 50, lorsqu'ils sont des équations arithmétiques, quand elles sont traitées, elles supposent 22 239 décompositions possibles. Oui. Il y a 22 239 ou 219 décompositions possibles de ces 50 équations de numérateur 2 et de dénominateur impair. Par conséquent, si les Égyptiens procédaient par empirisme, puisque chacune des équations peut être la moins coûteuse, la moins onéreuse, et le résultat est que la machine de 1967 n'a pas battu le scribe d'il y a 4000 ans. Elle a retrouvé exactement les mêmes décompositions qui figurent sur le recto du papyrus Rhind. Et ceci montre, à ne plus en douter, que l'Égyptien procédait donc par des voies purement rationnelles. Les Égyptiens ont inventé également la trigonométrie. Je vous montrais tout à l'heure des problèmes de trigonométrie qu'ils ont traités. Les progressions géométriques, arithmétiques étaient maîtrisées, ils pouvaient les sommer, ils donnaient des exercices là-dessus. Nous avons aussi dans le papyrus Rhind des problèmes qui portent justement sur ces progressions-là, géométriques ou arithmétiques, et même des problèmes beaucoup plus complexes. On a des problèmes qui correspondent à des systèmes d'équations du premier ou du second degré, ou un mélange d'équations du premier et du second degré. Donc, les Égyptiens connaissaient aussi l'algèbre, la mécanique également, et l'on sait maintenant qu'ils utilisaient des plans inclinés d'une pente donnée pour manutentionner les tonnes de pierres dont ils ont besoin pour construire les pyramides. Et les pentes étant restées sur place, en mesurant la pente, on peut calculer la réduction de la force d'attraction et connaître par conséquent la quantité de tonnes qui étaient manipulées par jour, et on a retrouvé ainsi le temps que les Égyptiens ont mis pour construire les différentes pyramides. C'était de l'ordre de 30 ans pour la pyramide de Khéops et de 19 ans pour la pyramide de Sénéfrou. Ce n'était pas un siècle. Et ceci sur des données mathématiques très précises. Et on sait également que
les Égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine. La médecine était tellement spécialisée qu'il y avait, selon le témoignage même d'Hérodote, des médecins uniquement pour les yeux, d'autres pour les maladies de l'estomac, ainsi de suite. Et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont, si vous voulez, qui ne s'occupaient que des maladies, qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique. Ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales, par exemple, qu'on utilise dans certains hôpitaux psychiatriques. Les Égyptiens connaissaient ces méthodes. Le traité du papyrus Smith, dont nous ne possédons hélas qu'une partie, montre que l'Égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse. Et c'est dans le papyrus Smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'Antiquité par son vrai nom, et c'est aussi la première fois que l'on a essayé, avant Broca pour ainsi dire, d'identifier les différentes fonctions du cerveau, c'est-à-dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps. Donc, tout cela montre que l'Égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'Antiquité. Ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes, il concernait également aussi les arts. Je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la 3e dynastie. L'art a influencé l'art égyptien, a influencé l'art grec, à n'en pas douter. Le canon pictural est le même, et on le retrouvera tout à l'heure, et ainsi de suite. Je voudrais juste donc illustrer très rapidement ce développement par quelques clichés que l'on va projeter avant d'arriver donc à la 3e phase. Donc, la 2e phase au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Donc, vous voyez, une première période, c'est la période préhistorique. L'humanité, née en Afrique, et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents. Donc, ensuite, nous entrons dans la période historique. L'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce, qui à son tour les transmet à l'Occident. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et puis qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité.
et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent devaient conquérir le droit de cité par la force, qui, tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais tout ceci pour dire donc Oko Jontado. She's so wonderful, she's so wonderful, she's so wonderful. She's so wonderful, wonderful, she's so wonderful. She got me higher, I'm willing to fire. Maybe not for tire, so now I'm in higher. Hey my bandam, muntu dami kono meda do bandam. Meda ida body soft ni lamdam. Mimi so mi my goro wananga.